Bonjour et bienvenue à cette petite présentation consacrée à Kafka. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail Kafka ainsi que des composants qui gravitent autour. Je vais commencer par de la théorie, des définitions, des présentations. Ensuite, je vais vous montrer comment l'installer, comment pouvoir tweaker la configuration, comment pouvoir sécuriser les messages via de l'encryption SSL. Je vous montrerai aussi des exemples de lignes de commande. Je vous montrerai aussi comment pouvoir utiliser Kafka via un client Java, via Apache Camel et aussi Kafka avec du Spark. À partir de là, je vous montrerai comment pouvoir envoyer vos messages log de Kafka et de Zookeeper sur Elasticsearch. Et il y aura encore deux derniers points qui seront comment pouvoir monitorer via un outil qui sera Zabbix, Kafka et Zookeeper. Et au final, je vous montrerai une liste de best practices pour pouvoir installer Kafka en production afin d'éviter le plus possible des erreurs courantes et de pouvoir gérer au mieux les cas de production qui pourraient arriver. Voilà, donc je vais vous expliquer que Kafka a une dépendance assez forte avec Zookeeper, mais dans le sens contraire, Zookeeper n'a pas de dépendance à Kafka. C'est-à-dire que Zookeeper peut très bien être installé en standalone et être utilisé par exemple dans du code Java sur votre application client parce que vous voulez garder une certaine configuration. Mais d'un autre côté, Kafka a besoin de Zookeeper pour pouvoir fonctionner correctement. Les deux sont étendables de façon horizontale, c'est-à-dire que la horizontal scalability veut dire que on peut installer Kafka et Zookeeper plusieurs fois en service sur un ou plusieurs serveurs. C'est ça le scale horizontal. Et le scale vertical, contrairement au horizontal, c'est quand on veut rajouter des ressources sur une ou X machines. C'est-à-dire le vertical, c'est on veut augmenter le nombre de mémoire ou de CPU ou de disques, mais le horizontal, c'est on veut augmenter le nombre d'instances, le nombre de serveurs. Là, je vais vous expliquer un peu ce qu'est Kafka. Kafka est un outil de streaming, donc c'est-à-dire d'envoi de flux de données, qui est un outil open source développé par LinkedIn et ensuite ils l'ont fourni, donné à Apache. Kafka a été écrit en partie en Scala et en Java et donc son but principal c'est l'envoi de données rapide. Donc le but c'est d'avoir la latence la plus petite quand on envoie des données en temps réel. Kafka peut être téléchargé et installé depuis Apache Kafka.org et comme j'ai expliqué, le but c'est de ne pas avoir de perte de données et aussi d'avoir de la réplication et surtout un transfert rapide et une intégration facile. Ici dans le logo, nous voyons, dans le petit diagramme plutôt, nous voyons que c'est un exemple qui montre qu'autour de Kafka, on peut avoir différentes applications qui vont recevoir des données, envoyer des données. Nous pouvons avoir d'autres stream processors, par exemple d'autres Kafka, ou d'autres outils qui ont été développés autour de Kafka. Et aussi, on peut avoir des connexions à des bases de données. Je vous montrerai quelques exemples dans les slides suivants. Alors Zookeeper, qu'est-ce que Zookeeper? Zookeeper est une plateforme distribuée qui permet de pouvoir sauvegarder des paires de clés valeurs de configuration dans une arborescence hiérarchique. Donc un peu comme une structure de dossier fichier. On va pouvoir créer des dossiers et sous-dossiers, et dans ces dossiers et sous-dossiers, on peut avoir des paires de clés valeurs pour des configurations, car on veut avoir une certaine homogénéité de données sur notre configuration. Kafka dépend de Zookeeper pour ça. Donc c'est-à-dire que quand on va avoir plusieurs services Kafka qui vont graviter autour de Zookeeper, leur but à eux, c'est de connaître les métadonnées et les états et les informations que n'importe quel broker Kafka pourrait aller introduire dans Zookeeper. Donc c'est-à-dire, si on veut savoir combien de brokers il y a,
Zookeeper aura l'information. Si on veut savoir quels sont les topics qu'il y a, Zookeeper aura l'information. Si on veut savoir quelles sont les propriétés des topics, eh ben Zookeeper aura toutes ces informations et ça peut aller jusqu'à du performance meter dans Zookeeper. Voilà, c'est vraiment ça le but. Et il y a un point qui est très 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 important, c'est que Kafka est agnostique au format de données. Kafka n'a que faire de savoir si dans le stream on a envoyé du XML ou du JSON. C'est pas le but de Kafka. Le but de Kafka, c'est de faire en sorte que la donnée d'un point A arrive le plus vite possible à un point B d'une certaine façon. C'est ça le plus important. À partir de là, moi je vais maintenant vous présenter les composants de Kafka, donc tout ce qui fait que Kafka existe à l'intérieur de lui. Donc, la première chose, c'est le broker. Le broker, c'est l'instance, c'est le service. Et ce service n'a que deux choses à faire, c'est envoyer et recevoir des messages. Ça, c'est le but d'un broker. Et un broker fera souvent partie d'un cluster. À partir du moment où il y a deux brokers, on peut dire qu'il y a un cluster. Le topic, c'est un nom qu'on donne à une sorte de pipeline qui permet de catégoriser les messages qu'on veut envoyer entre des producteurs et des consommateurs. Donc, si j'avais un topic marketing et que j'envoie des informations, ça serait pour que le consommateur marketing puisse recevoir les données et les traiter. Donc, ça, c'est le concept de topic. Les partitions font partie du topic. Donc, le but dans un topic, c'est qu'il est splitté, divisé en différentes partitions. Chaque partition se trouvera sur un ou différents brokers. Et le but, c'est que cette partition aura un leader en tant que gestionnaire de cette partition-là. Chaque partition devrait avoir un leader. Voilà, ça c'est le but principal d'une partition, c'est qu'il puisse récupérer une partie des données du topic, mais aussi qu'il puisse avoir un leader éligible pour pouvoir être administré par ce leader. L'offset, c'est un nombre qu'on incrémente qui permet d'indexer et de définir de façon unique le message qui se trouve dans une des partitions. Donc, c'est-à-dire l'offset sera toujours un certain nombre qui s'incrémente et qu'on définit pour pouvoir indexer un message. Le producteur, c'est celui qui va envoyer un message dans le topic. Le consommateur, c'est celui qui va recevoir un message du topic. La réplication, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois qu'une partition est copiée sur un ou X broker. Donc, si j'ai une réplication de 1, pour 3 partitions sur 3 brokers, je suis sûr que chaque partition se trouvera dans un seul broker. Et donc, si j'avais une réplication de 2 sur 3 partitions de 3 brokers, je m'assure que 2 partitions au minimum se trouveraient, au maximum, se trouveraient dans chaque broker. Et le but de la réplication, c'est de copier ces partitions sur ces différents brokers. Donc, on ne peut pas avoir plus de réplication que de brokers qu'on a dans notre cluster. Alors, je vais expliquer maintenant le principe de consumer groups. Un consumer group, c'est un ensemble de consommateurs qui permet de faire en sorte que si des consommateurs tombent, ne fonctionnent plus, tous les autres consommateurs de ce consumer group vont continuer à consommer des données. Je vous donne un exemple. Imaginons, dans mon consumer group, j'ai 3 consommateurs. Et mon producteur envoie 3 messages. Le premier message va aller au premier consommateur. Le deuxième message va aller au deuxième consommateur. Le troisième message va aller au troisième consommateur. Et ainsi de suite. Le quatrième au premier, 5 au 2, 6, 3, 7, 1, et ainsi de suite. Donc c'est une sorte de round robin sur la réception des messages. Maintenant, prenons le cas de figure où le consommateur 3 tombe. On n'a plus que le consommateur 1, 2. Et que je continue à envoyer 3 messages. Alors, ça se passera comme ça. Le consommateur 1 reçoit le premier message. Le consommateur 2 reçoit le deuxième message. Le consommateur 1 reçoit le troisième message. Le consommateur 2 reçoit le quatrième message, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le troisième consommateur revienne dans le consumer group
alors les prochains messages seront envoi du 1 au premier consommateur, envoi du 2 au deuxième consommateur, envoi du 3 au troisième consommateur au moment où il revient. Donc ça permet d'être sûr d'avoir une sorte de haute disponibilité de consommation de messages au niveau des consumers. On verra que le producteur a aussi ce principe, mais il se base sur la broker list pour pouvoir être sûr d'envoyer le message et de s'assurer au mieux que le message sera traité par un des brokers. Kafka Connect, qu'est-ce que Kafka Connect? Kafka Connect est un outil qui permet de faire le partage d'informations entre un outil tierce et un broker. Donc, imaginons, j'ai envie d'envoyer et de recevoir des données venant de Azure et vers Azure. Eh bien, j'aurai un outil Kafka Connect Azure Blob qui permettrait d'avoir un consommateur sur le Blob Storage et un producteur sur le Blob Storage. Ce qui permet donc d'automatiser de façon assez facile l'envoi et la réception d'informations. Kafka API, qu'est-ce que Kafka API? Kafka API est assez large. Kafka API permet de faire en gros à peu près tout, c'est-à-dire permet de gérer les brokers, de modifier les configurations, permet de consommer, de recevoir, permet de se connecter en tant que client et de gérer les streams. Donc ça, c'est vraiment le Kafka API, via du REST. Vous avez ici une documentation sur la partie API de Kafka. Les streams, ce sont des clients librairies qui permettent, via des événements, de pouvoir gérer les entrées-sorties des données. Ça, c'est vraiment le Kafka Stream. C'est hyper important. Je l'ai aussi beaucoup utilisé pour le transfert de fichiers via certains événements. Au moment où le fichier est clôturé, on envoie le fichier et on le déplace, par exemple. Et ainsi de suite. Ensuite, maintenant, je vais vous expliquer un peu le principe de cluster, parce que c'est très important, je trouve, car nous allons, dans l'exemple, créer 3 zookeepers et 3 Kafka en cluster. Donc, qu'est-ce qu'un cluster? Un cluster, c'est une agrégation d'un ensemble ou d'un multiple de services, de serveurs, de brokers, de nœuds et d'instances. À partir du moment où on a un ensemble, ça devient un cluster. On a des clusters qui peuvent se duplier, on a des clusters qui sont en actif passif non duplié, donc on a différents types de clusters. Il faut bien comprendre qu'il y a deux aspects qui sont très importants quand on crée un cluster, qui sont le quorum et le split brain. Le quorum, c'est un nombre qu'on va spécifier dans les configurations du cluster pour dire que si ce nombre de réplication, de redondance n'est pas respecté, le quorum va faire en sorte que le cluster sera en warning ou en fail, va tomber carrément en erreur. Ça, c'est le quorum. Et le split brain, qui est aussi important que le quorum, le split brain permet de dire que toute entité ou toute partie d'éléments faisant partie d'un cluster ne se rend plus compte de l'état des autres éléments du cluster, des autres entités ou les autres parties, et de ce fait peut amener à un comportement étrange. Ça, c'est le split brain. Je vous ai aussi écrit ici trois acronymes qui sont HA, SPOF et FO. HA pour la haute disponibilité, c'est-à-dire c'est ce à quoi le cluster essaye de tendre, de respecter, essaye d'arriver. Donc, à partir du moment où on a de la haute disponibilité, c'est qu'on veut s'assurer qu'on peut par exemple respecter un SLA ou qu'on fait en sorte qu'on veut que le client puisse continuer tout le temps à consommer un service et qu'il n'y ait pas de downtime. Le single point of failure, c'est ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire que si on n'a qu'un seul serveur de disponible, on a un single point of failure. S'il tombe en panne, s'il plante, eh ben, ça devient un point en erreur et à partir de là, les services ne peuvent plus fonctionner. Ça, c'est le single point of failure qu'on veut éviter. Et le failover, c'est l'effet de pouvoir passer d'un serveur en erreur vers un autre. Ça, c'est ce que fait le failover. Le failover va sauter d'un serveur en erreur vers un autre serveur. Voilà, ça c'est le principe de redondance du failover.
Ensuite, je vais vous montrer un peu un exemple de quorum. Dans notre premier schéma ici, on voit qu'en fait, on n'a que 2 serveurs. Et si un des deux plante, le cluster n'est pas respecté, puisque pour avoir un cluster, il faut au minimum 2 machines. Ben, un cluster tout seul n'existe pas. Et donc ici, on voit que ici, à partir du moment où un a planté, le quorum n'est pas respecté. À partir du moment où on a 3 machines, on a la possibilité d'avoir un serveur qui plante tout en continuant la haute disponibilité. Et donc, c'est-à-dire que là, les administrateurs peuvent se dépêcher de corriger l'erreur du troisième nœud pour qu'ils puissent réintégrer le cluster. Ici, le quorum est respecté. Ici, si 2 machines plantent parmi les 3, on dit que le quorum n'est pas respecté, car il faut avoir au moins 2 machines. À partir du moment où on en a 4, le quorum doit être de 3 pour pouvoir être respecté. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir qu'une machine qui plante. Si on n'a qu'une machine qui plante, le nombre de 3, l'élection de 3 est toujours possible, c'est-à-dire que le quorum est respecté. Ici, plus. Et ainsi de suite. Si on en a 5, on peut avoir 3 machines qui peuvent... on peut avoir 2 machines qui peuvent planter si on a 5 nœuds. Gardez à l'esprit que quand on crée un cluster, il est toujours préférable de fournir un nombre impair de nœuds. Donc ça sera 3, 5, 7, 9, 11 et ainsi de suite. Et donc au plus de machines on a, au plus on peut avoir de possibilités de serveurs en erreur tout en gardant la haute disponibilité. Le split brain, ceci est un exemple concret du split brain, c'est que la partie gauche pense que la partie droite ne fonctionne pas et la partie droite pense que la partie gauche ne fonctionne pas. Et donc les deux s'activent. Donc si on est en mode actif-passif, on a un souci. Car ce cas ne devait pas arriver et ne devait arriver qu'à partir du moment où le actif tombait en panne, le passif allait se mettre en mode actif. Donc là, on a un souci. Et pour éviter ce genre de choses, on crée un quorum où un troisième va pouvoir dire mais non, tout se passe bien par exemple. Vous voyez? Et au plus on en a, au plus on a de possibilités de se dire que les éléments vont communiquer entre eux pour pouvoir avoir l'information la plus up-to-date. Le problème du split brain, c'est que ça peut avoir des effets néfastes sur la duplication des services qui n'auraient pas dû se produire à ce moment-là, ou on peut avoir aussi de la corruption de données, ou on peut avoir aussi de l'inconsistance de données. Donc, c'est-à-dire que la donnée, comme ils étaient en actif-passif, en actif-actif, une partie de la donnée était à gauche, une partie de la donnée était à droite, ce qui n'aurait pas dû se produire, par exemple. Voilà. Parce que l'actif-passif, c'est toujours un actif, toujours un passif. Et donc, là, on a un exemple concret de problème de split brain. Voilà, donc là, j'ai terminé pour la partie théorique, la partie explication, Zookeeper, Kafka, cluster et comment un cluster fonctionne. Maintenant, on peut passer à la partie pratique. Voilà ce qui va être fait. Concrètement, ce qui sera fait ici a déjà été installé, mais je vais passer en revue les éléments pour pouvoir vous aider à l'installation de Zookeeper. Donc, c'est-à-dire, on va créer 3 services Zookeeper et on va créer 3 brokers Kafka. Donc là, je vous montre de façon succincte ce qui a été fait. Donc j'ai fait un apt-get update pour pouvoir avoir les dernières versions de package. J'ai téléchargé le tar.gz de Kafka depuis le site de Apache Kafka. J'ai dupliqué les fichiers de configuration pour Kafka et pour Zookeeper. Je les ai modifiés pour pouvoir avoir une configuration homogène. J'ai créé un keystore Java contenant mon self-signed certificate et mon trust store pour pouvoir me truster ma propre clé. Et ensuite, j'ai lancé mes services. Donc, dans mon exemple, voilà ce qui va être fait. J'aurai 3 zookeepers, un zookeeper contenant le port 2181, un zookeeper contenant le port 2182 et un zookeeper contenant le port 2183. Donc j'aurai 3 ports d'écoute disponibles pour pouvoir respecter le failover. Et il y a cette paire de ports pour chaque zookeeper qui sont le leader port et le election port, qui sont des ports de configuration interne à Zookeeper. Donc, pour une question de performance et aussi une question de simplicité, comment ça se passe? Quand on consomme un Zookeeper, normalement, il y a un leader
qui est élu par tous les serveurs. Et ce leader-là va recevoir la donnée du client et va la sauvegarder dans sa métadonnée à lui, et ensuite va la copier, on va dire, la transposer sur les autres serveurs Zookeeper. Et donc, les 3 Zookeepers vont élire un serveur en tant que leader, et donc ils vont communiquer en interne sur le leader port. Voilà, ça c'est important de le configurer quand on veut avoir un vrai cluster Zookeeper. Ensuite, Kafka. Je vais avoir 3 Kafka. Le premier va avoir l'ID 0, le second l'ID 1 et le troisième l'ID 2. Et chaque broker Kafka aura 2 ports d'écoute. Un port d'écoute non sécurisé plain text en clair sur le 9092, 9192, 9292, et chacun écoutera via un port d'écoute encrypté en SSL sur le 9093, 9193, 9293. Chaque Zookeeper va avoir son propre dossier de données qu'on appelle datalog, et comme je vous ai expliqué, ne mettez jamais un nombre de réplicas supérieur au nombre de brokers. Il ne peut être que inférieur ou égal au nombre de brokers que vous avez, et je préconise toujours de ne jamais mettre le nombre maximum de brokers qu'on a, car si on a un broker en erreur, ça peut poser problème. Tandis que si vous avez un broker en backup, vous pourriez très bien le mettre dedans et essayer de répliquer pour récupérer des données si un des brokers avait planté. Et donc là, votre replica number est respecté. Voilà, donc là maintenant, avant de passer à l'encryption, je vais plutôt vous montrer donc ceci. Donc moi, je vais vous montrer un exemple où en fait, on a du SSL dans les scripts de configuration, mais il est tout à fait possible de pouvoir mettre du SSL via de l'Active Directory, de faire une configuration SSL qui est très simple où on rajoute un fichier de configuration user password pour pouvoir consommer Kafka, mais ce fichier de configuration se trouve dans le dossier de config. Ici, on a un système d'encryption où l'algorithme est un peu plus puissant, et ici, en fait, on fait du OAuth via SSL pour l'authentification à Kafka, et donc, c'est-à-dire que la transition d'information se passe sur du JSON Web Token, JWT. Et le tout, évidemment, est encapsulé sur un keystore et un truststore Java. Voilà, donc là maintenant, je vais passer aux exemples. À partir de là, je vais vous montrer les scripts. Donc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé Kafka. Il est ici, d'accord? Et le tar GZ dont j'avais parlé dans un des premiers slides se trouve ici. Je l'ai décompressé, ici. Donc si on rentre dedans, voilà à quoi ça ressemble. Et on a ici un dossier de log que je n'utilise pas. Ici, on a les fichiers binaires et les fichiers de configuration. Attardons-nous sur le dossier de configuration. Et comme vous pouvez voir, lorsque vous allez décompresser le tar GZ, vous n'aurez que ce fichier-là. Ce qu'il faut faire, c'est le copier plusieurs fois et le configurer. Alors pourquoi le copier plusieurs fois? C'est parce qu'en fait, moi je n'ai qu'une seule VM et dans ma VM, j'ai 3 brokers Kafka et 3 instances Zookeeper. Bien évidemment, inutile de les copier. Si vous avez 3 virtual machines, vous aurez 3 dossiers différents, 3 dossiers différents Kafka, et chacun aura son propre fichier Zookeeper. Et Kafka, pardon. Voilà. Donc, regardons le premier fichier qui est le fichier de Kafka du broker ID 0. Donc là, c'est l'ID du broker Kafka. Ici, on a pour la performance le nombre de workers pour le network. D'accord? Tout ça peut être tweaké. Car j'ai oublié de le dire, mais quand vous allez commencer à designer votre infrastructure Kafka, il sera très important de prendre en compte les vitesses de transfert de votre bande passante réseau. Si vous avez du 100 mégabits ou du gigabit ou plus, ça sera très important de le prendre en compte, de voir quel est le pourcentage de consommation existant sur ce réseau par rapport aux autres services,
car vous ne pouvez pas faire un goulot d'étranglement en ajoutant Kafka et en se disant j'ai 100% de la bande passante alors que non. Donc il est possible de tweaker tous ces éléments-là au niveau de Kafka et aussi au niveau du etc Network TCP Configuration pour pouvoir augmenter le nombre de paquets, le nombre de bytes dans les messages, de pouvoir diminuer le temps d'attente entre chaque TCP socket send. Donc il est vraiment possible de tweaker énormément de choses au niveau de votre bande passante réseau, au niveau du Kafka config ici et au niveau du etc Network Configuration. Ici, on spécifie le datalogdir, c'est-à-dire le dossier de données. Donc, c'est vraiment la base de données de Kafka contenant les messages. Car n'oubliez pas que quand vous mettez un message dans un topic, par défaut, le time to live de ce message est de 7 jours. Il est possible de le changer, il est possible de le modifier, vous pouvez le modifier même à 10 minutes si vous voulez, et ainsi de suite. Mais il est important de prendre en compte que chaque message restera une semaine. Donc, faites attention à votre volumétrie, faites attention aux messages et à la taille des messages, car si vous avez trop de messages importants et conséquents, si votre disque n'a plus de place, vous allez avoir un souci. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ici, c'est le nombre de partitions par défaut qui sera alloué à un topic si on ne spécifie pas l'option au moment de la création d'un topic. Ça, c'est important. Et ensuite, vous voyez ici, c'est la retention, c'est le time to live par rapport à un message. Donc, il est en heures, vous voyez. Et ici, j'ai le failover number pour les zookeepers, c'est-à-dire que chaque Kafka a la possibilité d'aller consommer les services zookeeper sur ces 3 machines-là. Et imaginons Kafka consomme les métadonnées de zookeeper du premier. C'est le premier plante, il a son failover, il essayera de passer au deuxième et au troisième. Voilà, jusqu'à dire j'en ai plus aucun disponible, erreur. Ensuite, ici, j'ai ma configuration réseau. Donc ici, j'explique bien que, en fait, j'écoute sur un port en clair et j'écoute en encrypté sur 2 ports différents. Et dites-vous bien, par exemple, quand vous êtes en dev, vous développez, ben, vous pouvez très bien avoir les deux ports. Et si vous avez un message de production, vous ne comprenez pas trop son comportement, ben, vous pouvez très bien l'envoyer sur le plain text et sniffer les messages avec les différents clients et producteurs pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Tandis qu'en production, il est préférable de ne mettre que le port d'écoute SSL, par exemple, en production. Voilà, pour pouvoir s'assurer d'un minimum de sécurité au niveau de la production. Ici, on spécifie le keystore et le truststore avec les logins et les mots de passe des keystore et truststore, et on spécifie qu'on veut du SSL et que c'est required. C'est-à-dire qu'on va obliger le client à s'authentifier en SSL sur le port 9093. Parce qu'il y a aussi du required ou du non-required. Mais voilà, le mieux c'est que c'est en production, vous ayez required pour forcer tout client à devoir avoir la clé publique pour pouvoir envoyer les données au serveur Kafka. Voilà. Alors Broker Rack, il est commenté chez moi, mais ça permet de spécifier l'emplacement physique par rapport à d'autres brokers. Je vous explique. Imaginons, vous avez des brokers dans un rack physique, et puis vous avez 5 racks différents. Le fait de les spécifier sur des racks qui sont numérotés va permettre d'avoir une meilleure performance au niveau de la vitesse, car ils savent que s'ils communiquent avec des brokers plus proches, ils vont avoir une meilleure basse latence. Voilà, ça c'est important, mais vous pourriez très bien vous dire aussi, tiens, bah moi je veux l'utiliser différemment, mes brokers rack, ça sera mes régions. Donc imaginons que vous avez des brokers à New York, ça sera le broker rack 1, et puis vous avez des brokers à Paris, et bien ça sera le broker rack 2. Et ainsi, vous avez cloisonné virtuellement vos brokers par rapport à des endroits physiques. Voilà, ça c'est important aussi de pouvoir le spécifier. Ici, les 2 derniers éléments sont assez importants. Alors, ceci permet d'activer l'option de suppression de topic, car normalement, on n'a pas le droit de supprimer un topic. Et vous devez aussi vous dire, dans un topic, chaque message est immutable.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où le message a été mis dans le topic, il est non modifiable. Vous ne pouvez pas modifier un message qui a été mis dans un topic. Et par défaut, normalement, on ne peut pas supprimer un topic. Donc pour pouvoir activer la suppression, on met cette property qui par défaut est à false et on la set à true. Celle-ci permet, contrairement au delete, de pouvoir créer un topic au moment où on utilise un consommateur ou un producteur. Je m'explique. Si cette propriété était à false, à partir du moment où un producteur veut envoyer un message sur un topic non existant, il aurait eu une erreur lui disant « Désolé, le topic n'existe pas, veuillez le créer d'abord et ensuite vous pouvez, envoyer des messages sur le topic. » Cette option permet de juste spécifier le topic sur le producteur et le topic sera créé avec toutes les valeurs propriétés par défaut. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Donc comme vous pouvez voir, comme dans l'exemple que j'ai mis PowerPoint 9092-9093, là, vous le voyez bien, en fait, ici, 9092-9093. Ensuite, si on va sur le second, vous verrez que ici, le broker ID, il a l'ID 1 et que c'est le 9192 et 9193. Tout comme ici, c'est le 9192, 9193. Et pour le dernier, aussi, les failover zookeeper, donc le cluster zookeeper spécifié ici. Et pour le troisième serveur, la même chose. Il a le broker ID 2 et c'est le zookeeper cluster qui est spécifié et c'est le 9292, 9293. À partir de là, on a tout ce qu'il faut côté Kafka. Ensuite, on va passer à zookeeper. Donc, pour zookeeper, il y a un peu moins d'infos. Il faut spécifier aussi, comme pour Kafka, j'ai spécifié 3 datalog dir différents. Pour zookeeper, je dois spécifier 3 datadir différents pour les 3 zookeepers, pour les métadonnées. Il écoute sur le 2181 et ici on a les ports d'élection et les ports leader. Voilà. Et le fait d'avoir mis un ID ici, donc c'est serveur.1, c'est parce que dans zookeeper, quand on regarde à l'intérieur, vous allez voir qu'en fait, il va y avoir un ID qui est celui du serveur. Car il sait que, ce serveur 1 va devoir écouter sur l'election port et le leader port 2888 et 3888. Pour le deuxième folder, c'est la même chose. Et pour le troisième folder, c'est la même chose. Et donc, c'est-à-dire que dans le deuxième fichier de config, on va avoir le deuxième. Et donc, il sait que c'est l'ID 2. Donc, il va prendre cette configuration-là. Pour le troisième serveur, c'est la même chose. On est sur le troisième folder. Donc, il sait qu'il va pouvoir utiliser ces deux ports pour le leader et l'election port. À partir de là, tout est configuré. On est prêt pour pouvoir lancer nos deux clusters. Donc, moi par exemple, je vais vous montrer, je les ai déjà lancés. J'ai déjà fait un système CTL start. Et donc, si je viens ici et que je fais un système CTL status de mes 3 services zookeeper, vous verrez qu'en fait, ils sont déjà tous actifs. Et la même chose pour Kafka. Si je fais un système CTL status de mes 3 Kafka, vous verrez qu'en fait, mes 3 Kafka sont actifs. Alors, n'oubliez pas qu'en fait, comment est-ce que j'ai fait? C'est parce qu'en fait, j'ai créé dans le dossier système trois fichiers Kafka ici et 3 fichiers zookeeper ici. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir mes systèmes CTL. Et chacun pointe sur les bons fichiers de configuration 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire, ce fichier Kafka service pointe sur server.properties, le Kafka 2 service pointe sur server2.properties, le Kafka 3 service pointe sur serveur 3,
Le zookeeper service pointe sur zookeeper properties, zookeeper 2 service, zookeeper 2 properties, zookeeper 3 properties. À partir de là, mes services sont actifs. Je peux très bien faire un système CTL enable pour que ça soit actif à chaque démarrage. Voilà. Mais moi, personnellement, je fais toujours un start pour garder la main sur ma VM. Et donc là, on est content. C'est-à-dire que si on vérifie les ports, on peut remarquer que on a le premier Kafka ici, le second ici, et le troisième ici. On a Zookeeper ici, le deuxième Zookeeper, on va faire comme ça. On a le premier Zookeeper, le second Zookeeper et le troisième Zookeeper. Pardon. À partir de là, on est content, on peut passer à la suite de la présentation. Et donc, là, je vais vous expliquer un peu les lignes de commande que j'estime les plus utiles, que j'utilise le plus souvent. Il y a Kafka Topic qui permet la gestion des topics, la création, la description, la vérification, la suppression. Le run class qui permet d'aller vérifier l'état du dossier de données, du logdir. On a aussi le reassign partition qui permet de réorganiser ce qu'on appelle le in-sync replication, j'y reviendrai juste après, mais aussi de le vérifier. Le Kafka config permet de tweaker les propriétés globalement des topics, des clients, des brokers et des utilisateurs. On a Kafka Producer Perf Test, je montrerai dans les slides suivants comment faire des tests de performance, des stress tests. C'est très utile pour pouvoir voir si on tient la charge et la volumétrie. Ensuite, on a le Preferred Replication Election qui, lui, va vérifier l'état de notre cluster, va voir si des partitions n'ont pas de leader, va voir si certaines choses peuvent être améliorées, va proposer une configuration dans un fichier JSON. Ensuite, ce fichier JSON, on peut le sauvegarder, on peut le tweaker si on veut, on peut le modifier, ou on peut directement l'appliquer. Voilà. Donc, j'expliquerai aussi pourquoi. Parce que quand des brokers tombent en panne, et que le broker était leader de certaines partitions pour certains topics, eh ben, ces partitions n'ont plus de leader. Et donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut soit corriger ce broker-là, soit ajouter d'autres brokers dans le cluster, et puis retaper la Preferred Replication Election et le Reassign Partition sur, donc c'est-à-dire cette commande-là et cette commande-là, pour s'assurer que la répartition et la copie se fassent proprement sur des brokers qui pourraient être ajoutés ou supprimés ou qui sont tombés en panne. Voilà. Zookeeper Shell, outil très utile. Quand vous allez utiliser Kafka, vous allez peut-être des fois vous demander mais comment se trouve l'état de ma métadonnée ou quelles sont les valeurs dans les propriétés d'un topic. Vous pouvez très bien utiliser ces commandes-là, mais vous pouvez très bien aussi aller vous balader dans les métadonnées de Zookeeper pour comprendre et voir ce qui se passe dans Zookeeper. Kafka Mirror Maker, très important. Si vous voulez faire de la copie de cluster, donc c'est-à-dire vous avez un cluster à gauche, vous avez un cluster à droite, et vous vous dites tiens moi je veux que de la gauche ça aille se copier vers la droite, Kafka Mirror Maker est un super outil pour pouvoir faire de la réplication de cluster. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer des exemples de lignes de commande. Pardon. Et on va lancer d'abord un list pour voir les clusters que nous avons. Donc si je vais en ligne de commande, dans le folder bin, dans les binaires, ceci, c'est la liste de tous les scripts de Kafka. Là, on va utiliser kafkatopic.sh, qui est celui-là. Donc, à partir du moment où je le lance, il va me dire c'est bien beau de me lancer la commande, mais il manque des paramètres. Vous voyez, il faut déjà une action. Est-ce que je veux créer, supprimer
d'écrire ou lister ou modifier un topic. Il faut aussi spécifier le Bootstrap Server. Je vous préconise d'utiliser Bootstrap Server et non pas Zookeeper, car Zookeeper est déprécié depuis une certaine version et va tendre à disparaître. Donc, si je fais Kafka topic sh et que je me connecte sur le premier broker, et que je veux lister les topics, j'ai du is not a recognized option. Moins bootstrap moins serveur. Bootstrap moins serveur. On va plutôt copier pour éviter les problèmes de typo. Voilà, autant pour moi, c'était un problème de typo. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de topic. Ceci est un topic interne à Kafka pour pouvoir gérer les offsets des consommateurs. Donc, quel consommateur a pu lire quoi? Donc là, nous allons créer un topic. Donc, je fais moins create, moins topic, je vais l'appeler présentation. Je ne spécifie pas d'autres options, c'est-à-dire que là, il va utiliser les options par défaut. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Donc là, il va me mettre le message d'erreur juste ici, me disant qu'il manque le nombre de partitions, autant pour moi. Donc je dois spécifier le nombre de partitions, mais pas la réplication. Donc je peux faire moins partitions. Disons que je vais en mettre 3. Là, il va encore se plaindre. Je pense que c'est sur une autre option. Missing required partitions. Ça veut dire que je l'ai mal noté. Ok. Il faut le replication factor, c'est pour moi. Donc là, le replication factor, c'est le nombre de copies que nous allons appliquer sur les brokers. Donc là, je vais faire exprès de mettre 5. Donc vous savez que j'ai 3 brokers. Et donc là, il va me dire non, tu n'as pas le droit, car tu m'as demandé une replication factor de 5 alors que tu n'as que 3 brokers. Donc là, je vais mettre replication factor de 3. Voilà ce qui va se passer. Il va me créer le topic présentation. Il va créer 3 partitions qui seront 0, 1 et 2. Et les 3 partitions seront toutes copiées, répliquées sur les 3 brokers. Donc les 3 brokers auront la partition 0, 1 et 2 de copier. Donc, si je lance la commande, là, il est content, il a créé. Si maintenant je fais, plutôt que de faire un -create, je fais un -describe, vous verrez que, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, sur mes 3 brokers, 0, 1 et 2, les topics existent, que le leader de la partition 2 se trouve sur le broker 2, que le leader de la partition 1 est sur le broker 0, que le leader de la partition 0 est sur le broker 1, et que le in-sync replication va commencer depuis le leader vers après le broker 0 et après le broker 2. Que la réplication va commencer depuis le leader vers le broker 2, ensuite le broker 1, et que la réplication va commencer depuis le leader vers le broker 1 et ensuite le broker 0. À partir de là, j'ai mon topic, il est créé, et j'ai mon replication factor, et j'ai mon number of partition qui est de 3. Voilà. À partir de là, je vais vous montrer un exemple pour pouvoir comment dire,
produire et consommer des données. Donc, je reviens à mon exemple. Ici, je vais prendre une ligne de commande. En propre. On va sur le folder de Kafka. Voilà. Ici, je vais consommer. Je vais consommer sur mon topic présentation. Donc là, je suis connecté et prenez attention au fait que je suis en clair. Donc je suis en plain text sur le socket TCP. D'accord? Et maintenant, je vais plutôt utiliser un producteur, mais sur le port 9193. C'est-à-dire que ici, le consommateur écoute et attend des messages sur le premier broker en clair. Ce producteur va envoyer des messages en encrypté SSL sur le second broker. Donc comme vous pouvez voir ici, je suis sur le premier broker en 9092, ici. Et de ce côté-là, je suis sur le second broker en 9193, comme vous pouvez le voir. Donc à partir de là, si je me connecte, voilà, il attend. Et donc là, je dis message SSL, test, bonjour. On peut voir que le message est bien arrivé chez le consommateur et est passé du broker 0 au broker, du broker 1 au broker 0. Voilà, donc là, mon exemple est fonctionnel. Et on voit bien que la consommation et l'envoi est assez simple. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Ici, je vous montre qu'en fait, on peut aussi faire un describe avec moins topics with overrides. Moins topics with overrides vous donnera le describe du topic avec des configurations qui auraient pu être tweakées via le Kafka config sh. Voilà, donc ça c'est important. Et ici, je vous montre un exemple. Le Kafka topic sh -describe under replicated partitions va vous dire si des réplications peuvent tomber en erreur car on ne respecte pas le principe de cluster pour ces réplications-là. On peut aussi voir si des partitions n'ont plus de leader. Si un broker est tombé en panne et que une partition n'a plus de leader, on peut taper Kafka topic avec le Zookeeper ou le Bootstrap server en faisant un describe unavailable partitions. Là, on sait que on verra ces partitions qui n'ont pas de leader. Voilà. Là, je vais vous montrer un exemple d'envoi de message ayant un séparateur. Alors, à quoi ça pourrait servir? Imaginons vous avez en bout de course, vous avez un consommateur qui reçoit des données avec une paire de clés valeurs, et vous, votre but dans votre code, c'est de pouvoir le mettre dans une HMAP, ou dans une map, ou n'importe, ou même dans une relist par exemple. Eh bien, vous pouvez dire qu'on veut avoir un séparateur, et ça permettra en même temps d'envoyer directement une clé et une valeur, et de ne pas envoyer le message deux fois. Pour ce faire, je vais vous montrer l'exemple. Voilà. Et donc ici, d'un côté, j'ai oublié de vous expliquer. Vous voyez, le fait que ici le consommateur a pu consommer 3 messages, si ce consommateur faisait partie d'un consumer group, ça irait dans le topic qu'on avait vu, qui est le offset. Je vais vous le remontrer. Donc si mon consommateur faisait partie d'un consumer group ici, le fait qu'il ait lu tous les messages, donc il est arrivé au dernier offset, serait dans les consumer offsets. C'est ça qui est important. Et ça garde
les messages pour les consumer groups, mais aussi pour les consumers. Mais pour les consumers, c'est temporaire. À partir du moment où je me déconnecte, cette info-là n'a plus lieu d'être. Mais quand on est dans un consumer group, ça sera persistant. Alors ici, je vais plutôt d'abord clearer le message. Voilà, la console. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais créer intrinsèquement un topic qui s'appelle test_key et je vais lui expliquer que on a en première partie une clé et la seconde sera la valeur et le séparateur est la virgule. On fait Enter. Voilà. Ne prêtez pas attention au warning. Et donc, là maintenant, je vais avoir un producteur. Et le producteur va aussi avoir la même information, c'est-à-dire le parse key et le key séparateur. Ensuite, ici, je peux avoir ma première clé. On va mettre client 1, virgule, par exemple, je sais pas moi, 36 ans. Voilà. Et on va mettre client 2, 34 ans. Ok. Ok. Alors vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est qu'ici, le topic, je l'ai appelé test_key et ici, je l'ai appelé test-key. Donc, on va mettre underscore ici. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il reçoit bien, il est content, il traite la clé et la valeur. Donc c'est-à-dire que programmatiquement parlant, vous pourrez très bien mettre dans un client Java, et là on peut mettre par exemple client X, voilà, X en, voilà, et donc ça va continuer. Et donc là, vous voyez qu'on a fait du parse via une séparation qui est la virgule. Voilà. Et elle peut être typée et donc définie. Ça aurait pu être backslash, ça peut être un pipe, ça pourrait être ce qu'on veut, ou un slash, et ainsi de suite. À partir de là, on peut continuer notre démo. Et donc là, vous voyez bien que ça a bien fonctionné et que c'est correct. Là, maintenant, on va passer à un exemple qui est Kafka Connect. Alors, Kafka Connect, attendez, je vais d'abord vous montrer l'explication. Kafka Connect peut être utilisé de façon standalone ou de façon distribuée. C'est-à-dire que si c'est de façon standalone, c'est seul un broker qui gérera la transition des données avec la third-party tool. Si c'est en mode distribué, il faudra spécifier tous les brokers que l'on veut dans le cluster qui va transiter des informations avec le third part. Nous, dans notre exemple, on va juste utiliser le standalone mode. D'accord? Donc, il y a un standalone properties et il y a un autre qui est distributed, mais on va utiliser juste le standalone properties. Lui permet de pouvoir, vous voyez, le distributed, il est là, permet de pouvoir se connecter au broker. Et ici, on va donner un exemple où en fait, je vais faire un Kafka Connect sur un fichier. Mais ça pourrait très bien être du MySQL, ça pourrait être du Azure, ça pourrait être du Spark, du HBase, ce que vous voulez. Dans notre exemple, on va utiliser le source et le sink. Le source, c'est l'entrée qui va arriver et qui va aller vers un topic. Le sink, c'est depuis un topic, ça va aller en sortie vers une certaine destination. Donc, on va aller dans Kafka. On est déjà dedans. Mais je vais vous montrer le dossier de configuration. On a le connect standalone, on a le connect file sync et on a le connect file source. Commençons par le connect standalone. Comme vous pouvez le voir, ce qui est important, c'est le fait de pouvoir spécifier un broker. On peut spécifier comment Kafka va traiter les clés valeurs des données, d'accord? Et aussi le temps d'attente, l'intervalle d'attente entre chaque handler qui va starter, entre chaque thread qui va aller vérifier si quelque chose se produit. Voilà. Et donc ici c'est l'information c'est le buffer, c'est l'information de transition. On va vérifier maintenant le source. Alors dans le source, on spécifie le connecteur qui est une classe Java. D'accord? On peut créer ses propres connecteurs custom.
Je pourrais très bien créer mon propre connecteur WebSphere MQ, si je voulais. Et ici, je spécifie, et donc je mettrai la librairie dans le dossier lib de Kafka, la librairie le jar, et lui il ferait une introspection de classe pour aller retrouver ma classe. Ici, on voit que c'est le type, qu'on explique que le typage, c'est pas une base de données. On veut que le connect event va fonctionner avec un fichier local. On sait que qu'il est de type source. On spécifie le nom du fichier. On spécifie le nombre de tâches, le nombre de threads. On pourrait avoir des threads en parallèle. Et on spécifie le topic de destination, connect test. D'accord? Et du fait que j'ai enablé la création automatique d'un topic au moment où on veut l'utiliser, pas besoin de le créer avant. Maintenant, on va aller vérifier la partie sync, qui est la destination. Ici, on sait que c'est un type local, un type de fichier local, mais qui est en mode sortie, sync. Là, on a la classe file stream sync. On a un seul thread worker. On a le fichier en sortie. Et il sait qu'il va devoir, tout ce qui va être consommé depuis le topic test va être écrit dans le fichier en sortie. Donc ici, c'est la partie consommateur topic. Et ça, c'est la partie producer topic. Voilà. Donc à partir de là, je vais vous montrer la ligne de commande pour pouvoir lancer Kafka Connect. Donc la première chose à faire, c'est ceci. Je spécifie Kafka Connect standalone.sh. Je lui donne ma configuration de broker et je lui donne le fichier en source. À partir de là, pardon. À partir de là, Connect standalone properties. Oui, excusez-moi, autant pour moi. Donc, en fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ici comme ça. Voilà. À partir de là, il attend. Donc, ici, il me dit que le fichier n'existe pas. Je suis à la home du folder. Je vais créer test.txt. Et je vais mettre blabla test message 3. Message 2. Message 1, 2, 3. Pardon. J'ai sauvé. Là, vous voyez, il me dit qu'il a utilisé une correlation et qu'il a envoyé le message. Juste ici. Voilà. Vous voyez? Et donc, il continue. Et donc là, il m'a dit qu'il a envoyé, voilà, il a fini de committer les informations dans le topic. Ça a pris 4 millisecondes. Et donc, toutes ces informations-là viennent sont transmises à Zookeeper. Donc même la volumétrie, peut-être, enfin la volumétrie, les APM, Application Performance Meter, tout ça peut être retrouvé dans Zookeeper et peut même être transité dans Elasticsearch pour pouvoir créer des graphes et ainsi de suite. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je quitte. Si maintenant, je reviens dans mon dossier bin et que je fais un point / Kafka topic bootstrap server localhost 9092 -list, vous verrez que Kafka Connect a été créé. Et donc les informations sont dedans. Donc maintenant, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais faire en sorte que la sortie se produise. Donc on va créer le fichier en sortie. Donc on sait que dans le topic, on a 3 éléments. Donc si je veux vérifier, je peux très bien faire ça. Et dans le topic, je spécifie connect -test, -test. Hein? Si on fait ça, vous verrez que, voyez, vous avez vu, blabla test message 3 se trouve en format JSON. D'accord? Et donc là, on est content, on sait qu'on a les informations. Donc on va maintenant retourner dans le fichier, le dossier Kafka, home. Et à partir de là, je vais maintenant
créer la partie sync. Donc, pour la partie sync, voilà, on fait comme ça. On fait comme ça. Donc, là, j'ai spécifié que j'ai un fichier standalone. Mon entrée, c'est sur le standalone properties. J'ai la partie source et j'ai la partie sync. Je peux très bien juste spécifier la partie sync si je voulais. D'accord? Puisque j'ai déjà spécifié la partie source dans l'autre terminal derrière. Donc là, on fait ça. Et vous allez voir que, en fait, ça va prendre un petit peu de temps. Et adresse already in use, tout à fait, évidemment, puisque je l'ai déjà créé. Donc, autant pour moi, je vais plutôt mettre source et sync. Voilà. Voilà. Là, il se lance. Et donc, si on sort du consommateur, que je reviens ici, il a bien créé le fichier testsync.txt. Et si on vérifie le contenu, on voit bien que le contenu, c'est une duplication des éléments qui se trouvent dans test.txt. Donc, c'est-à-dire que si je rajoute maintenant un élément, dans test.txt, vous allez voir que cet élément-là va se retrouver dans testsync.txt. Est-ce que je l'ai bien fait? J'ai fait une erreur. Pourtant, l'écho devrait fonctionner. On va faire comme ça. On est d'accord? Et donc normalement, le message va transiter. Voilà, là je le vois, il est là. Et donc c'est-à-dire que là, il a mis message 4 dans le fichier testsync.txt. On est content. Là, je vous ai expliqué le principe de Kafka Connect. Maintenant, vous comprenez l'utilité. Vous voyez que c'est très simple de pouvoir faire transiter une information d'une data source vers une data destination. Et le tout très facilement via des fichiers de configuration qui se trouveront dans Kafka. Voilà. Donc ça, c'est bien Kafka Connect. C'est l'exemple que j'ai montré ici, par exemple. Et on va continuer. Là, maintenant, je vais passer à une partie Eclipse. Et je vais vous montrer qu'il est possible programmatiquement de faire la même chose que ce qui vient d'être fait via les lignes de commande, via les scripts SH, pardon. Donc, je quitte mon Kafka Connect, je vais dans Java, et j'ai créé ce petit programme, ici, ce petit programme Java Maven. Dans la partie du POM, on peut voir que j'ai une dépendance à Kafka Client, d'accord, j'en ai qu'une qui est importante, je n'ai pas fait de test unitaire. Et donc vous voyez que j'ai utilisé la dernière version, Kafka Client, c'est la version du moment. Et ensuite, j'ai créé ici, j'ai créé un producteur Kafka, d'accord? Donc, il étend ma classe abstraite, où il y a les properties pour le producteur. Je spécifie un booléen ici, si je veux en SSL ou pas. À partir de là, si c'est en SSL, je vais me connecter sur le port qui termine par 9.3 plutôt que 9.2. Et on peut le voir en fait ici. C'est-à-dire que si je suis en SSL, je spécifie ma configuration SSL. Vous voyez? Et ensuite, j'envoie 75 messages sur un topic qui est reçu en paramètres. Donc, à partir de là, j'ai deux mains qui sont importants, c'est le producteur et le consommateur. Celui-là et celui-là. Celui-là va consommer les messages via cette lambda-là, d'accord? Et celui-là va
envoyer des messages sur le port SSL du premier broker. Et celui-là va écouter, et je peux même mettre par exemple le deuxième broker. Voilà. Alors maintenant, je vais clôturer ceci. Ok. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lancer le producteur et que le producteur va écrire sur le topic, test topic qui n'existe pas encore. Donc, je pense qu'on l'a vu, quand j'avais fait moins list, il n'y avait pas de test topic. Voilà. On a juste les tests KV, présentation et connect test. Donc là, je vais lancer le producteur et il a envoyé 75 messages commençant de 0 à 74. Si je fais le moins list, on voit que le test topic est là. Prenons maintenant le consumer. Okay. Voilà. Sauf que maintenant, je vais dire que c'est le test moins topic. Et comme j'ai spécifié from beginning, il va relire les messages depuis le début. Évidemment, .bin. Voilà. Comme vous pouvez voir, il allume mes messages. Je vais réenvoyer les messages via le producteur. Je vais juste faire comme ça. Comme vous pouvez voir, voilà. Vous avez vu qu'il a relu les messages. Maintenant, je vais ajouter programmatiquement parlant le consommateur. Et comme vous pouvez voir, là aussi, j'ai from beginning en paramètre. Donc, c'est-à-dire que là, si je mets par exemple index, et donc je relance mon producteur, on verra que dans la console, vous verrez que dans la console, j'aurai mon index. Ça doit être quelque part. Voilà, qui est là. Index est là. Et comme vous pouvez voir, les offsets s'incrémentent. Vous voyez? Donc l'offset est incrémenté, et donc le consommateur a pu lire jusqu'au dernier offset. C'est ça qui est important. Voilà, donc là vous avez vu un exemple avec du Java pur, du Java simple, où en fait j'ai initié les properties Kafka, j'ai fait une connexion, j'ai créé des producteurs records, ici, donc là regardez, j'ai des producteurs records ici, j'ai typé, donc c'est-à-dire que mon sérialiseur et désérialiseur, c'est du string. N'oubliez pas que vous devez utiliser des types sérialisables, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, lorsque cela a été fait, j'ai continué en faisant un flush, une sorte de commit, et pour mon consommateur, j'ai créé un thread. Alors, pour une question d'intégrité, de données d'intégrité, de données, pardon, ne jamais, au grand jamais, créer plus d'un thread par consommateur. Si vous faites ça, vous pourriez avoir des problèmes de deadlock ou de thread qui vont essayer de consommer la même donnée. Donc pour éviter ça, chaque consommateur n'aura qu'un seul thread, et si vous avez besoin de plus, créez un consumer group et mettez autant de consommateurs que de threads que vous voulez. Donc si vous vous dites, bah moi je veux plus de consommateurs en même temps, bah chaque consommateur sera équivalent à un thread. Voilà. C'est à ça que ça sert le consumer group. Et pour le producer, contrairement au consommateur, donc pour pouvoir avoir une intégrité et une haute disponibilité de consommateur, pour le consommateur, il y a le consumer group. Et donc, comme je vous avais expliqué, mais je ne vous l'ai pas montré, pour le producteur, en fait, on a ici le broker list, comme vous pouvez voir. Donc, en fait, le consommateur, il va avoir moins consumer group pour dire qu'il fait partie d'un high availability consumed. Et pour avoir un high availability produce, on va avoir un broker list, on met virgule et le nombre de brokers qu'on veut. Ce qui fait que si ce broker-là ne répond pas, le producteur va essayer de répondre
et envoyer le message à un autre broker. S'il ne répond pas, et ainsi de suite, jusqu'à parcourir toute la liste. Si la liste a été parcourue, erreur, aucun broker n'a pu répondre pour envoyer un message. C'est comme ça qu'on fait le high availability au niveau producteur et au niveau consumer. Voilà. Donc ça a été fait. N'oubliez pas que vous pouvez créer des POJO, sérialisables et désérialisables, pour pouvoir envoyer des messages. Donc ça, c'est ce qui permet de fonctionner. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir des synchronisations de commits ou des commits asynchrones, au choix, en fonction du besoin de votre application. Voir si vous faites du SOAP ou du REST, quand c'est du asynchrone ou du synchrone, par exemple de l'autre côté. Maintenant, on va passer à un exemple Camel. Donc, je vais montrer une petite démo Camel. Où en fait, ici, je vous explique d'abord le principe de Camel, comment ça fonctionne. Donc, dans mon POM, j'ai utilisé Camel Core. D'accord? Alors, à quoi sert Camel? Camel est une sorte d'outil de communication qui est agnostique par rapport au protocole. C'est-à-dire, il a toujours une entrée et une sortie, un peu comme l'exemple du Kafka Connect où on a le source et le sync. Donc ça va toujours faire de from à to. Et donc en fait, Apache Camel, va très bien pouvoir dire, moi dans mon from, je veux un email, et dans mon to, je veux un ActiveMQ. Et bien c'est ça qui fait la force de Camel, c'est que dans le from, on peut mettre n'importe quel protocole, et dans le to, on peut mettre n'importe quel protocole, et entre les deux, on peut faire de la validation, du content-based route, du policy-based route, on peut faire de la transformation, et donc tout ça c'est fait via Camel. Donc Camel fonctionne vraiment comme un ESB. C'est vraiment son but, c'est de faire du middleware integration, et c'est à ça que ça sert. Donc dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on prend un fichier en entrée et on fait un fichier en sortie. Donc c'est-à-dire que si je lance cette application, elle va démarrer, elle va attendre 2 secondes et puis elle va traiter le message. Ici, le no-op-true veut dire que le fichier en entrée ne doit pas être déplacé, comme quoi traité, à la fin du traitement de l'application. Si je retire ça, tout fichier traité en in peut être déplacé dans done. Et donc pour éviter ça, on met no-op égale true, ça permet de laisser le fichier dans le dossier in. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Donc, je vais aller dans mon dossier home, midi, document tmp. Ici, on a déjà un in. Donc, si on fait un ll de out et qu'on fait un ll de in, on voit bien qu'il y a les deux fichiers. Mais je vais effacer le fichier qui se trouve en out. On va faire un cat du in file. Comme vous pouvez voir, j'ai un fichier. À la limite, je vais mettre quelque chose dedans. Test camel file. On voit bien que le contenu est là. Si je lance ce fichier-là, vous verrez que, en fait, à la fin de ce traitement, il a déjà traité le fichier, en fait. Et donc, à partir de là, il a terminé. Et donc, si je fais un cat de out file, on verra que c'est le test camel file. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une information depuis un certain format un certain protocole d'entrée vers un protocole de destination. Donc, ça peut très bien fonctionner avec du Kafka. C'est-à-dire que maintenant que l'exemple de fichier est fait, on va faire Camel Kafka. Dans Camel Kafka, on voit qu'on a un producteur et un consommateur. Prenons le producteur. Qu'est-ce qu'on va spécifier déjà d'abord dans le POM? On spécifie qu'on veut Camel Core, qui est le minimum, et on veut spécifier Camel Kafka. Donc ils ont créé un outil dans Camel pour pouvoir faire de la transition de message depuis et vers Kafka. Qu'est-ce que je fais? Je prends un Kafka Component de Apache Camel, je lui dis connecte-toi au broker, je lui donne un certain contexte pour pouvoir le retrouver, et je lui dis
que je veux faire un envoi vers un topic, et le topic s'appelle Camel Kafka Topic. D'accord? Et j'essaye de loguer l'information pour avoir une vue dans ma console. Je vais lancer le Camel Kafka Producer Test. Comme vous pouvez voir, il a été lancé. Donc, à partir de là, je peux très bien aller vérifier si le topic a été créé. On a bien Camel Kafka Topic, vous voyez? Et donc à partir de là, si je veux créer le consommateur, je vais lancer le Camel Kafka consommateur, qui se trouve ici. Camel Kafka Consumer. Et comme vous pouvez voir, il a pris les hello. Voilà. Donc à partir de là, il a lancé le producteur, il a lancé les hello. Vous voyez, ils sont ici. J'ai lancé plusieurs hello, j'en ai lancé 6. Et donc, on voit bien qu'il a consommé et qu'il a fait un from Camel Kafka sur le broker, on a créé un groupe ID qui s'appelle groupe 0. Et à partir de là, il a mis en destination le tout. Il n'y a pas de tout, pardon, on n'a pas mis de tout, mais on a dit log-moi les informations que tu as reçues. Donc on aurait très bien pu avoir un tout MySQL par exemple. J'aurais pu envoyer ces infos-là dans une base de données, par exemple. Et donc c'est ça qui permet de faire que Camel et Apache Kafka fonctionnent. Voilà. Maintenant, je vais vite vous montrer juste la démo de Spark Kafka, je ne vais pas le lancer, mais il est très bien aussi possible d'utiliser la DB Spark et Kafka en même temps. Et donc là, il suffit juste de pouvoir expliquer qu'on a un serializer, des serializers pour la properties, le bootstrap service, et il est possible de pouvoir se connecter au RDD Spark pour pouvoir mettre des informations d'un stream Kafka sur Spark. Vous voyez, c'est pas super compliqué et il n'y a pas énormément de lignes de code. Et donc là, en fait, on a du Spark et du Apache Kafka. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, on a la partie Spark Streaming et Spark Streaming Kafka. Et le tout fonctionne de façon tout à fait interopérable entre les deux. Je vais reprendre la présentation. Alors là, je vais vous montrer certains outils. Alors, le premier, c'est un outil que j'affectionne assez. C'est un outil qui vous permettra d'avoir un GUID, sur l'administration et la visualisation des éléments d'un broker. Je vais vous montrer. Et donc, on a Kafka Tool qui est sur ce site-là. Et on a LinkedIn Kafka Tool. Alors, les LinkedIn Kafka Tool, c'est un GitHub où on a des éléments en Python qui permettront de vous aider à l'administration, nettoyer les topics, vérifier, repartitionner, checker les leaders, faire en sorte que les ISR fonctionnent bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les tools que LinkedIn ont créés, et donc c'est vraiment très intéressant, et on a la documentation du tool qui se trouve sur ce site-là. Donc à partir de là, quand on est ici, je vous montre un exemple de Kafka, connection en plain text. Donc là, vous voyez que je me suis connecté à Kafka, mais depuis Zookeeper, vous voyez. Et ici, en fait, vous allez voir que en fait, je me suis connecté, mais en SSL. Et donc, en fait, ici, j'ai spécifié mon keystore, mon truststore, j'ai spécifié le port, et donc, en fait, je peux me connecter, et il sait très bien qu'il doit prendre le port SSL, parce que j'ai spécifié que c'est un type de connexion SSL, tandis que l'autre, c'est un type de connexion plain text. Donc là, je peux faire connect, voilà, et il s'est connecté, et donc on peut voir les topics. Le Camel Kafka topic, le connect test, présentation, les deux key value, où là je me suis trompé par rapport au underscore et le minus, le test topic, et le consumer offsets. Donc là vous voyez, et donc je peux très bien aussi me connecter en SSL, et donc là je suis connecté mais via SSL.
voyez? Et donc on a les brokers, et on a aussi le consumer. Voilà. Et donc ça, c'est les consumers que j'ai utilisés dans la partie Java. Voilà. Et vous voyez, il y a les console consumer aussi. Ça, c'est la partie consumer du groupe 1 de Camel, vous voyez, qu'on avait testé. On a le test du consumer group de la partie Java. Et ceux-là, c'était les consoles. Vous voyez, ils gardent un historique. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, donc celui-là, c'était bien celui en SSL. Donc ça, c'est Kafka Tool, outil très utile, très intéressant. Là, je vais un peu vous expliquer par rapport à la réplication. Donc, je vous ai expliqué qu'on a aussi le script qui permet de faire le replication maker. Donc, on a le script ici. Qui est le Kafka Mirror Maker. Voilà, celui-là. Mais on a différentes façons de pouvoir faire de la réplication. Alors, il y a une réplication qui s'appelle Hub and Spoke. Hub and Spoke, c'est quand on a un hub où on a un broker central qui est un peu le chef d'orchestre et tous les autres vont aller se répliquer sur le hub central. Un peu comme le leader partition replication avec les ISR, c'est un peu la même chose mais au niveau du broker. Et donc, mais il ne faut pas oublier que les spokes, donc les satellites, ne sont pas au courant des autres spokes. Ils ne communiquent pas ensemble et ils ne se connaissent pas. Le seul qui est au courant, c'est le hub. Ça peut avoir certains avantages et ça a aussi d'autres inconvénients. C'est que le central, le hub, doit être en mode failover pour être sûr de ne pas avoir de problème de single point of failure. Et les spokes, ça peut être bien au cas où on a des régions différentes où on veut que ça se réplique. Par exemple, en Chine et en Inde, et on veut que ça se réplique facilement, et bien le Up and Spoke sera le chef d'orchestre pour cette réplication. On a le active-active, tout le monde est actif et tout le monde se copie les données d'un côté à l'autre. C'est assez puissant pour la sécurité et le failover, mais faites attention, donc c'est très compliqué à gérer par rapport au type de données, car si c'est asynchrone, ça peut ramener énormément de conflits. Le synchrone est assez facile, le synchrone mécanisme, c'est que la donnée ne peut pas être consommée tant qu'il n'y a pas eu de commit. Le synchrone est là, il y a un lock, on ne peut pas. Mais en asynchrone, le active-active est très facile à gérer, est très puissant pour la réplication, mais est très dangereux pour la partie asynchrone. Donc à partir du moment où vous faites votre gestion de projet, et vous vous dites, voilà, moi je veux utiliser du Kafka dans du cloud, avec de la synchro et tout ça, à partir du moment où vous faites du active-active, si dans le développement vous allez avoir des services asynchrones, ça peut être très dangereux. Donc n'oubliez pas de prendre en compte aussi de gérer les conflits de commit côté client dans le code, d'accord? Mais n'oubliez pas aussi que ça a un coût de performance sur la partie synchrone. Donc il faudra prendre en compte les tests de performance avec de la synchronisation sur les commits. Donc, là aussi, ce que j'ai expliqué, c'est que ce qui serait bien, c'est d'avoir des paires de synchronisation sur les data centers. C'est-à-dire que si on avait des paires de synchronisation, on s'assurerait de ne pas avoir de problème sur la sync commit côté client. Et un petit comment dire, tips important, c'est que je préconise toujours de mettre des noms de topics avec un préfixe par rapport à l'endroit où ça se trouve. C'est-à-dire, si j'ai deux régions dans mon cluster, imaginons j'ai un cluster où mes topics sont tous à Paris, et ben je pourrais avoir paris.crm.accounting. Et puis j'aurai london.crm.accounting. Ce qui fait qu'avec le étoile, j'ai un masque si je veux consommer n'importe quel topic ayant un préfixe, parce que moi, peut-être la région ne m'intéresse pas. Mais on sait que c'est .crm.accounting qui est le plus important. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Active-passive, c'est une solution encore plus simple que le active-active. On a un disaster recovery mechanism. Alors c'est très facile à configurer, mais c'est très dur à maintenir à long terme. C'est-à-dire que le problème, c'est que vos configurations avec vos administrateurs ou vos DevOps, elles vont changer avec le temps.
Et le problème, c'est que si le disaster recovery n'est pas retesté après un certain temps et qu'il y a un gros gap de changement de configuration, le disaster recovery peut tomber en panne et ne pas fonctionner. Donc, ça demande énormément d'énergie aussi de devoir avoir un système de test du disaster recovery après chaque changement de configuration. C'est vraiment très important, mais c'est le plus facile. L'inconvénient aussi, c'est que ça a un certain coût. Le passif, il est là, il est latent, et il peut aussi avoir un coût au cas où il n'est pas assez dormant sur votre facture cloud, par exemple. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ces deux parties-là. Est-ce que ça peut avoir un coût, la partie passive, ou est-ce qu'on peut l'activer sans avoir de coût? Et la deuxième, c'est qu'il faut aussi faire en sorte de bien tester le disaster recovery après chaque changement de config au niveau cluster, au niveau broker, au niveau topic et au niveau sync et async mécanisme. C'est vraiment très important. Alors, ici, j'explique un peu la partie du mirror. Donc, le mirror maker, il va faire en sorte que deux data centers puissent se copier. Et en fait, c'est simplement en fait des producteurs et des consommateurs. Donc, on va avoir deux fichiers de properties pour le mirror maker. On va avoir un consommateur et un producteur. Donc, le consommateur, il va aller prendre l'information depuis un cluster source, il va aller le copier vers un cluster cible. Donc, quand on spécifie l'application, moi je vous conseille de ne jamais le laisser en script, de plutôt le mettre en service dans systemctl. Et donc, vous avez un consommateur. Ici, on va avoir le consumer properties, on va avoir le producer properties, on explique le nombre de trade workers. Peut-être qu'on a une bande passante énorme qui nous permet de mettre plus de trade workers. Et la whitelist, c'est tous les topics que l'on veut copier. On peut mettre des masques en disant, mais moi je veux par exemple que les topics CRM, que les topics comptabilité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faites attention, je vous préconise de toujours lancer le tool au niveau de la destination, donc dans le data center cible, pas le source, pour une simple et bonne raison. Dans votre mécanisme de consumer-producer, si le producteur plante, il fait un skip, il fait un fail. Si le consommateur plante, il va mettre ça en attente dans Zookeeper au moment où ça peut reprendre. Donc, si vous avez un souci de communication entre la source et la cible, mettez toujours la réplication côté cible pour que le consommateur ne plante pas. C'est ça qui est important. Si le consommateur plante, ça ne dérange pas. Mais si le producteur plante, là vous allez avoir un problème, il va skipper et il va skipper l'essai d'envoi de message et vous allez avoir des problèmes d'inconsistance de données. N'oubliez pas d'utiliser le acknowledgement pour être sûr que chaque information va avoir son commit via l'ACK. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser aussi le consumer group dans le mirror maker pour vous assurer d'avoir plusieurs consommateurs qui vont chacun prendre une partie des données et les copier. Donc, vous pouvez aussi avoir du high availability au niveau producer et au niveau consumer, mais dans le mirror maker. Il suffit de rajouter ça dans consumer properties et dans producer properties. Dans consumer properties, vous allez mettre un consumer group. Et dans Producer Properties, vous spécifiez votre broker list avec tous vos brokers au niveau du data center de destination. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la réplication. Vous avez un exemple. C'est très simple à mettre en place. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les fichiers. Vous avez le Consumer Properties. Ici, vous allez spécifier le Bootstrap Server avec les serveurs de destination. Bien évidemment, je vous conseille de mettre de la sécurité avec du SSL si vous êtes dans le cloud et de l'authentification pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Ça peut être du OAuth, ça peut être du login ou du LDAP par exemple, côté source. Et côté cible, en fait, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez qu'il y a même un consumer group déjà qui est spécifié. Et ici, en fait, ben, on va avoir notre Bootstrap service. On peut mettre broker list.
vous voyez, vous devez juste mettre virgule ici, et vous avez votre broker list en mettant localhost 9092, 93, 9093, 9091 et ainsi de suite. Vous pouvez aussi mettre du SSL et de la sécurité aussi côté destination. Et c'est comme ça que ça marche. Et de ce fait, vous allez avoir de la réplication avec le Mirror Maker. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le Reliability et le Integrity. Le Reliability, c'est ce que j'ai spécifié ici, c'est s'assurer qu'une donnée sera présente ou pas. Si on met No Acknowledgement, c'est le plus rapide, mais on ne sera jamais sûr si la donnée est arrivée à destination et qu'elle a bien été traitée. Le Lead Acknowledgement, c'est un peu plus lent, mais ça veut dire qu'il va faire un acknowledgement sur un message reçu. Et celui-là, et ça c'est le leader qui va le faire. Et celui-là, c'est le leader qui va attendre que tous les brokers ont dit « Oui, j'ai reçu le message ». Tu peux spécifier au producteur qu'on a tous, nous tous brokers, reçu le message. Mais évidemment, c'est le plus lent parce que le leader doit attendre que tous les brokers aient reçu le message. Tandis que dans celui-là, le producteur envoie au lead, le lead commit le message, répond déjà au producteur et en même temps va copier le message aux autres brokers. Donc la reliability est un peu plus basse, mais un peu plus rapide. Donc ça c'est le reliable et c'est une option qu'on spécifie au niveau du producteur. Ça je crois que je peux vous le montrer en fait ici. Donc ça c'est dans les properties. On a ici le acknowledgement. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai mis all, c'est-à-dire que c'est le plus lent, mais c'est le plus, comment dire, c'est le plus sécuritaire. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, ici, consumer should only read message at once to avoid concurrent commit threads. Ça c'est l'intégrité des données. Je vous explique. Quand on fait une intégrité de données, quand on a un problème, quand on a un consommateur, on peut lui dire que si un message a été lu, il n'essayera jamais de le relire. Ensuite, on a le committed offset et le committed message. Le committed offset, c'est que le consommateur va répondre au producteur que tous les messages ont été bien lus au niveau de l'offset. Quand on est arrivé à l'offset, quand on a lu le dernier message, on dit au producteur, c'est bon, on a eu le dernier message, tu peux continuer. Tandis que si c'est au niveau du message, c'est au niveau de la fin de chaque message reçu. Donc dès qu'un message a été reçu et qu'il a été traité, on répond au producteur. Tandis que celui-là, c'est le consommateur ne va répondre que au producteur quand tous les messages ont été traités, quand on a atteint le offset number. On a le offset read et le offset processed. Le offset read, c'est on incrémente après chaque read, et le offset processed, on incrémente après avoir fini le traitement du message. Donc celui-là est plus rapide, donc dès qu'on a reçu, on incrémente, mais celui-là est plus lent. On incrémente que quand on a fini, pas quand on est au début, et ici on est à la fin du message. C'est ça le offset read et le offset processed. N'oubliez pas qu'il y a le offset reset. Alors, le offset reset, c'est au moment où, quand on a un souci d'envoi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire le earliest, c'est-à-dire que là, il va essayer d'aller sur le tout premier et relire tout, le consommateur. Le latest, ça veut dire qu'il se met en dernier au numéro d'offset courant, qui est le dernier incrément. Mais alors, ça veut dire qu'il attend les nouveaux messages. Le none veut dire que dès qu'il y a un problème, il va mettre une exception. Et le anything, il va mettre une exception, mais celui-là, il va quand même essayer d'aller à dernier offset s'il y a un consumer group. C'est ça la différence entre ces deux-là. Donc celui-là ne va pas lancer d'exception s'il arrive à trouver un offset précédent par rapport au consumer group. Le auto-commit va permettre de pouvoir faire des commits par le consommateur programmatiquement sans devoir le gérer. Et false, ça veut dire que nous-mêmes, on doit gérer nos propres commits synchrone ou asynchrone. Alors, le producer memory buffer, ça,
ça permet au producteur, s'il y a un souci d'envoi, de le mettre en attente et d'essayer d'envoyer dans un tampon tant que le tampon n'est pas rempli. Si le tampon est rempli, le producteur va se mettre en erreur ou va essayer de faire un time wait et de se mettre en erreur si on a atteint le timeout. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est reliability et integrity. Et je vous conseille vraiment, quand vous faites du code, de tester tous ces paramètres avec plusieurs cas de figure pour pouvoir être sûr de gérer tous les cas et de ne jamais tomber sur un cas non géré en production. Si vous en avez un, vous pouvez avoir des soucis d'intégrité de données, de comportement, des valeurs qui vont être erronées à la destination. Et donc vraiment, le reliability, l'integrity, le commit sync et le commit async sont des choses vraiment à prendre en compte par rapport à votre code et à l'environnement dans lequel vous vous trouvez autour. Alors ici, je vais vous expliquer un peu des design patterns. Il y a des design patterns qui sont possibles quand on crée une infrastructure Kafka. Alors le single event processing, c'est lorsqu'on veut mettre des events et qu'on veut les flaguer avec des priorités sur les events. Il est aussi possible de pouvoir convertir avec Avro. Donc on a des schémas, c'est un peu comme du XSD et de la transformation et du XSLT. Avro permet de faire de l'output et de transformer ces messages et on va flaguer les events grâce à Avro sur le single event processing. Le local state processing, alors ça c'est bon pour quand on a un énorme taux d'information à gérer et on va gérer l'information et on va garder toujours les plus basses et les plus hautes valeurs pour chaque event. Mais faites attention parce que là, le fait de garder toutes ces valeurs, ça consomme énormément de mémoire et la répartition, donc le ISR reassign et le leader et tout ça, c'est très dur à gérer parce que ça fige les informations, ça fige plutôt l'infrastructure au niveau des partitions. On a le multi-phase processing, ça c'est quand on fait du local state dans des phases. C'est-à-dire que la première phase, on processe et on garde le résultat et on garde les 10 premiers. C'est un peu comme du MapReduce. Vous pouvez vraiment le voir comme du MapReduce dans du HBase et ainsi de suite. On a le external processing. Ça, c'est quand on veut garder les informations dans une base de données externe. Donc là, principalement, on va avoir du Kafka Connect ou un third-party tool qui va aller envoyer l'information avec du source et du sync. Mais évidemment, ça peut être assez lent vu qu'on a une base de données et qu'une base de données est beaucoup plus lent que Kafka. Donc faites attention, si vous avez besoin de faire du external processing et que vous avez besoin de performance, les deux n'iront vraiment pas ensemble. On a du window joint, ça c'est quand on veut joindre deux events en un et qu'on veut garder et qu'on veut combiner ou garder certaines informations de deux event streams. On a le out of sequence event. Si on a des informations qui arrivent trop tard et qu'on veut quand même garder l'information différemment, on a besoin de savoir pour la réinsérer. Donc je vous explique. Imaginons on a des events qui sont séquentiels et consécutifs. On a l'event 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf que le 6, 7 n'est pas arrivé séquentiellement après le 5. Et donc ils sont arrivés après le 8, 9. Eh bien on doit gérer dans notre pile le fait que le 6, 7 est arrivé bien plus tard et qu'on doit les réinsérer entre le 5 et le 8. Et donc on veut que le 6-7 se remette entre le 5 et le 8. Ça, c'est le out of sequence event. Et ça permet de gérer ce type de pattern. Revenons maintenant à notre VM. Je vais vous montrer comment pouvoir loguer les informations. Donc, la première chose à savoir, c'est que dans Kafka et dans Zookeeper, dans les services, j'ai créé ici un dossier de log et dedans, les 3 Kafka et les 3 Zookeeper écrivent leur log. Donc si je fais un tail, ça c'est la dernière information que Kafka a envoyée. Et Zookeeper aussi continue.
Donc Zookeeper, si je fais un tail, ce sont les dernières informations que Zookeeper a envoyées. Vous voyez? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser FileBit qui va vérifier chaque event de changement d'informations dans les fichiers de log, va les envoyer à Logstash, et Logstash va les écrire, va faire des HTTP posts sur Elasticsearch sur un certain index. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on voit ces logs-là, et donc moi j'ai des services qui sont ici, donc je vais les starter. Donc, si on regarde et que je fais systemctl status Logstash, vous verrez que Logstash n'est pas on. Voilà, il est inactif, vous voyez, il est dead. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais starter tout ça. Donc là, vous voyez que je vais starter Elasticsearch, Kibana, Logstash, FileBit et Nginx. Okay. Donc là maintenant, on peut faire un status de tout ça pour voir si tout va bien. Donc à partir de là, on attend un peu. Et donc, là, vous voyez que ça commence à démarrer. Elasticsearch a démarré, Kibana a démarré, Logstash a démarré. Et donc, regardez, si je viens ici et que dans ma pile ELK, je viens et je fais ça, on verra que... Ok, que se passe-t-il? Est-il encore en train de démarrer? Ouais, je pense qu'il est encore en train de démarrer. Ça prend un certain temps. Pourtant Elasticsearch a démarré. Okay. Donc on voit bien qu'en fait c'est en train de démarrer. Je vais continuer le temps que le tout démarre. Et donc, le but, ça permettra d'avoir les logs sur Kibana. Aussi, j'ai activé JMX sur Zabbix. Il est possible, comme j'ai expliqué, de pouvoir vérifier ce qui se passe dans les brokers sur Zookeeper. J'ai installé un template Zookeeper sur Zabbix. Ensuite, je démarrerai l'instance Zabbix. Et ce que je vous préconise, c'est de pouvoir monitorer surtout le trafic réseau, l'utilisation CPU, l'utilisation des disques, l'utilisation des topics, l'utilisation de la mémoire. Est-ce qu'il y a du hardware qui est en train de tomber en panne, par exemple le smart pour les disques durs, et surtout la garbage collection dans Kafka, parce que ça aussi, ça consomme et ça prend des performances et ça peut amener à de la perte de performance. Alors, ici, ce sont les métriques qui sont possibles d'avoir dans Kafka. On a le Active Controller. Est-ce que le contrôleur est actif? Est-ce qu'il est sous-utilisé?
quel est le trafic des producteurs, quel est le trafic des consommateurs, quel est le nombre de messages, le nombre de partitions par broker, le nombre de partitions qu'un leader possède, le nombre de brokers sans leader, et le nombre de requests qui ont été traités par, donc le nombre de messages qui ont été traités par le broker. Là, maintenant, je vous montre un peu un exemple d'un diagramme de ce qui a été mis en place. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le broker 1, 2, 3, qui en fait, on l'a dit 0, 1, 2. Les 3 sont en SSL et aussi en plain text. On a les 3 zookeepers qui sont atteignables pour les 3 Kafka en mode failover. On a Zabbix qui monitore les 3 Kafka et les 3 zookeepers. On a Filebit qui va lire les 3 logs zookeeper et les 3 logs Kafka, qui va les envoyer à Logstash et puis qui va les envoyer à Elasticsearch. Et donc après on peut les voir sur Kibana. Et donc tout ceci via quelques scripts qui ont été mis en place. Donc comme vous pouvez voir dans mon exemple, j'espère qu'il a terminé. Donc là, si je regarde, je pense qu'il a fini. Et donc à partir du moment où on est ici, on a Elasticsearch qui est starté, on a Kibana, et donc vous voyez, j'ai 3 scripts. J'ai un script qui permet d'installer Zookeeper et Kafka en cluster, et qui va éditer tous les fichiers, c'est-à-dire qu'à la fin, moi j'ai à la fin un start des 3 Kafka et un start des 3 Zookeeper. J'ai installé Elasticsearch, Logstash, Kibana, ainsi que Nginx, car en fait, j'ai sécurisé Kibana via du Basic Authentication. Vous voyez, je pense que j'ai mis admin, mais je ne suis pas sûr. Ouais, c'est bien ça. J'ai mis admin. Vous voyez, mais donc, vous voyez, et donc j'ai sécurisé Kibana via Nginx. Et le troisième script, c'est l'installation de Zabbix. Et je starterai juste après Zabbix et vous verrez qu'on a un monitor de Kafka 1, 2, 3 et de Zookeeper 1, 2, 3. Et donc, à partir du moment où on est dans Kibana, j'ai déjà mon index que j'ai créé, qui est Filebit étoile. Et comme vous pouvez voir, j'ai des... Alors ça, c'est Logstash. Mais il me faudrait du log de Kafka, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un systemctl stop Kafka du premier. Systemctl restart Kafka. Alors vous voyez, j'ai mon systemctl restart. En même temps, je vais faire un tail sur le log. Voilà, là je fais mon restart. Toutes ces modifications que vous voyez maintenant sur le stop et le restart qui sont en train de se faire, voilà, vous verrez que si je refresh ici ma page, vous verrez qu'en fait, je vais avoir voilà, les logs Kafka qui se resynchronisent entre eux. Donc j'ai Kafka 3, je vais avoir Kafka 2, et ainsi de suite. Donc j'ai mes informations Kafka et mes informations Zookeeper qui ont été transitées depuis leur fichier de log vers Kibana grâce à Filebit et Logstash. Donc ça, quand c'est mis en place, ben vous êtes content. Vous pouvez avoir un état sans devoir avoir accès en SSH au serveur. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à Zabbix. Donc moi, j'ai déjà installé toute la partie Zabbix et la partie XMX. Donc, je vais le lancer maintenant. À partir du moment où ici, on a fini. Voilà, et comme vous pouvez voir, j'ai oublié de vous dire, vous avez le message qui se trouve dans Message, et donc ça, c'est le dernier message. Vous voyez? Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer Zabbix. Donc, j'ai MySQL, j'ai Apache, et j'ai Zabbix Server. Donc là, maintenant, si je fais un status, alors je vais le laisser starter, je vais continuer la présentation. Voilà, donc là, je vous ai montré le diagramme.
Alors, la dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est les best practices. Ensuite, j'ai terminé. Donc, toujours spécifier un rack number pour les brokers pour pouvoir avoir la meilleure performance possible pour qu'ils puissent communiquer entre eux en premier. Comme ça, vous pouvez gagner quelques millisecondes. Des fois, ça peut faire une énorme différence. N'oubliez pas de prendre en compte toujours la performance réseau dans vos analyses avant de commencer quoi que ce soit. Activer la compression, ça je ne l'ai pas montré, je peux vous le montrer maintenant. Donc, c'est très simple. Pour activer la compression, c'est une partie de Properties ici. Donc, pour la compression, vous avez 4 types de compression. Vous avez Snappy, compression qui a été développée par Google, gzip, ZSTD, développé par Facebook, et LZ4. Je vous conseille d'utiliser Snappy ou ZSTD. Après, ça dépend. Si vous avez du code existant qui fonctionne parfaitement avec gzip, bah, ne remodifiez pas tout votre framework ou votre code, utilisez gzip ou LZ4. Voilà. Vous pouvez définir la taille par batch et l'attente en fait entre chaque envoi de buffer. Voilà. Donc ça c'est la partie compression. Donc vous voyez, c'est assez simple pour le producteur. Et vous ne devez le faire qu'au niveau du producteur, jamais au niveau du consumer. Le consumer, intrinsèquement, le saura quand il recevra le message. Dans la métadonnée du message, dans les headers, il verra s'il y a compression et il décompressera tout seul. Donc vous n'avez rien à faire. Donc c'est vraiment au niveau du producteur que vous allez spécifier le type de compression. N'oubliez pas de segmenter. Par défaut, c'est 1 giga. Si c'est trop, vous pouvez diminuer parce que vous allez avoir des pertes de taille pour la segmentation. Pardon. N'oubliez pas de bien tweaker la configuration des topics avec Kafka config.sh ou aussi via Kafka API. Utilisez du process paralleling, utilisez du parallel processing, c'est-à-dire utilisez au mieux le consumer group, utilisez au mieux des threads de producers, utilisez au mieux les thread workers au niveau des brokers, et ainsi de suite. Gérez bien votre sécurité avec des access lists, du LDAP, du OAuth, du SSL, très important en production. Toujours une sécurité entre Kafka et Zookeeper. Toujours une sécurité entre Elasticsearch et des producteurs de données dans Elasticsearch. Gérez bien vos limitations, le nombre de fichiers ouverts, le nombre de mémoire et le nombre de disques avec les limitations niveau kernel, Linux. Bien monitorer Kafka, bien monitorer le réseau, très important. Toujours manager des consumer groups pour éviter le single point of failure consumer. Garder toujours une trace sur les versions et les avantages que ça peut avoir au niveau Kafka, au niveau Zookeeper, et ainsi de suite. Bien réorganiser les ISR, très important si vous avez eu des soucis avec des brokers. Bien loguer dans Elasticsearch. Bien faire des stress tests avec la ligne de commande que je vous ai montrée, qui est assez simple à utiliser. Enabler les acknowledgements si vous voulez avoir une meilleure reliability and data integrity. Pardon. Configurer le nombre de retry au niveau du producteur pour être sûr que tout se passe bien. Vous pouvez aussi storer les informations dans HBase si vous ne voulez pas utiliser Zookeeper. C'est vrai que dans HBase, ça sera beaucoup plus rapide que Zookeeper, sauf si Zookeeper utilise une technologie de transfert de données plus rapide sur un SSD qui fait 5 Go à la seconde, par exemple. Ou vous pouvez très bien utiliser HBase sur un SSD de 5 Go. Ça sera encore plus rapide qu'avec Zookeeper. Et donc, pour finir, ne jamais configurer les brokers sur le même cluster. Donc, si vous avez différentes régions, configurez-les pour avoir une meilleure configuration au niveau des clusters. Voilà, donc là maintenant je repars sur Zabbix. Donc, je présume que Zabbix a dû terminer. Ouais, je vois que c'est actif. Donc si maintenant nous allons au niveau de Zabbix, comme vous pouvez voir ici, au niveau des hosts, j'ai configuré différents hosts qui sont Kafka et le premier Zookeeper. Je n'ai pas fait les autres. Donc vous voyez que sur Kafka, vous voyez, il y a un petit souci JMX. Bon, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que sûrement le port est utilisé. Mais vous voyez que celui-là, le JMX port fonctionne. Et vous voyez qu'en fait, celui-là, il est en mode template Zabbix. Parce que j'ai un template Zookeeper Zabbix. Donc si je vais dans Templates, j'ai un template ici pour Zookeeper.
se trouve tout en bas. Je vais faire une recherche, encore plus simple. Donc si je fais un select, vous verrez que tout en bas, j'ai Zookeeper, voilà, j'ai un template Zookeeper, et donc vous verrez que j'ai Zookeeper template. Et donc c'est à dire que si je vais maintenant dans le monitoring, vous pouvez voir que il me dit que le JMX Kafka n'est pas atteignable, vous voyez, mais on peut aller voir par exemple les autres. Donc je peux prendre par exemple Kafka, je fais un apply, et comme vous pouvez voir, j'ai des mesures. Donc c'est-à-dire que ici, j'ai des mesures au niveau de Kafka. Et donc je fais du monitoring sur Kafka et sur Zookeeper très facilement. Ici dans Zookeeper, je vérifie si le port est actif. Vous voyez, le port est actif depuis que j'ai lancé Zabbix. Donc on a la possibilité de mettre une alarme si Zookeeper tombe en panne, le port ne sera plus actif. Donc il est possible de monitorer de façon très spécifique, et on voit même la garbage collection ici, vous voyez. Et donc il est possible de vraiment bien tweaker le monitoring pour Kafka et pour Zookeeper, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez la main sur la gestion, la performance, le développement, les best practices, le monitoring et le logging. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été instructif. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir.